Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Un jeune garçon de 10 ans a été tué par balle. Des aveux 33 ans après. Son corps a été retrouvé 1 mois plus tard. Des hommes cagoulés ont tiré sur les mariés. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle avec le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'affaire Bettencourt, la femme la plus riche du monde et l'abus de faiblesse. C'est l'affaire de la démesure par les personnages qui l'animent, par les montants financiers en jeu, mais aussi par les répercussions qu'elle aura jusqu'aux plus hautes sphères politiques françaises. Neuilly-sur-Seine, en région parisienne, au mois de décembre 2007. Françoise Bettencourt-Meyers a longuement hésité, mais sa décision est prise. Elle va porter plainte contre un ami de sa mère, François-Marie Bagné, pour abus de faiblesse. Elle sait que sa démarche va faire du bruit et que sa famille va faire l'objet d'une attention médiatique dont elle a toujours préféré se passer. Mais Françoise Bettencourt-Meyers est convaincue qu'elle n'a plus le choix. Elle estime que sa mère et le patrimoine familial sont en danger. Dans une interview accordée à M, le magazine du Monde en 2012, elle confie « Dès 2006, ma mère était très fragilisée, mais mon père était encore vivant et je ne voulais pas interférer dans leur vie personnelle. Je ne voulais pas le faire souffrir davantage. » La mort d'André Bettencourt, père de Françoise Bettencourt-Meyers et ancien ministre le lundi 19 novembre 2007, marque donc le début de cette affaire judiciaire hors norme. Car la mère de Françoise Bettencourt-Meyers n'est autre que Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal, 3e fortune française à l'époque, 15e fortune mondiale. À 84 ans, Liliane Bettencourt est assise sur un patrimoine de plus de 20 milliards de dollars. Et, en tant que principal actionnaire du groupe L'Oréal, elle est à la tête d'un empire. Le géant des cosmétiques a été fondé par son père, Eugène Schuller, en 1909, sous le nom de Société française de teinture inoffensive pour cheveux. En moins d'un siècle, la société est devenue propriétaire d'une trentaine de marques et s'est faite connaître dans le monde entier. Depuis les années 70, son slogan a tellement inondé les écrans de publicité qu'il a été traduit en 40 langues. Un slogan de 6 mots que l'on connaît tous, parce que je le vaux bien. En 1937, alors qu'elle a 25 ans, Liliane Schuller, la fille unique du fondateur de L'Oréal, fait un stage assez court au sein du groupe et son expérience chez L'Oréal s'arrête là. Mais en 1950, elle épouse André Bettencourt. C'est le début pour lui d'une longue carrière dans l'entreprise qui deviendra vite le premier groupe mondial d'esthétique. 3 ans plus tard, Liliane, devenue Madame Bettencourt, donne naissance à une fille, Françoise. En 1957, Eugène Schuller décède et Liliane Bettencourt hérite de l'entreprise de son père. Médiatiquement discrète, elle suit néanmoins de près les affaires de l'entreprise, sans pour autant s'investir dans sa gestion quotidienne. Liliane Bettencourt hérite aussi de l'hôtel particulier que son père a fait bâtir à Neuilly-sur-Seine. Au numéro 18 de la rue de la Bordère, derrière un portail noir, au bout d'une allée de peupliers, se dresse une maison luxueuse de 1500 mètres carrés, répartie sur 5 niveaux et entourée d'un vaste jardin. Liliane a décidé de garder tous les meubles de son père. Sur une des façades, on compte 22 fenêtres et baies vitrées. Il y a une piscine de 30 mètres de long, un dressing de 50 mètres carrés et une vingtaine de personnes qui y travaillent à temps plein. Damien, ça ressemble vraiment à une organisation d'un autre temps. En tout cas, une journaliste de France Inter parlera d'un fonctionnement presque féodal avec des intitulés de postes qui disent en gros à quel étage de la hiérarchie vous vous situez. Il y a la femme de chambre, le majordome, là où le secrétaire de direction. Chacun a une place et un rôle bien précis. C'est effectivement pas très moderne en apparence. Malgré ce fonctionnement un peu clanique, les employés semblent tous assez heureux de leur situation chez les Bettencourt. Alors il faut dire qu'ils sont plutôt bien payé. Un majordome qui est resté 14 ans en poste, et dont on reparlera d'ailleurs dans ce podcast, gagnait environ 8 000 € par mois. Sans compter les gratifications, les enveloppes de liquide qui sont distribuées plusieurs fois par an. Et dans cet hôtel particulier, l'argent liquide circule énormément. On parle de billets de 500 € qui passent de main en main, comme si, en gros, c'était de la petite monnaie. Voilà, c'est ça l'ambiance chez les Bettencourt.
Les voisins dans cette rue sont Martin Bouygues ou encore le couturier André Courrèges, décédé en 2016. Oui, ce sont d'autres grosses fortunes françaises qui habitent dans cet îlot en quelque sorte. À 50 mètres de l'hôtel particulier vit Françoise Meyers-Bettencourt, donc la fille unique de Liliane et André Bettencourt. Elle est installée un peu plus modestement, dirons-nous, dans un immeuble moderne de la rue. Elle a quand même un appartement en duplex qui occupe 2 niveaux. D'ailleurs, depuis les fenêtres de son appartement, elle aperçoit une partie du mur d'enceinte de l'hôtel particulier de ses parents. On revient à l'hôtel particulier, l'intérieur ressemble vraiment à un musée. Sur les murs, il y a des toiles de Matisse, de Picasso, de Monet. C'est une collection d'art tout à fait exceptionnelle chez un particulier, à l'image, somme toute, de la fortune familiale. Liliane Bettencourt a par exemple une collection de 500 foulards Hermès. Au-delà de ça, au-delà de ce qui se passe dans cet hôtel particulier de Neuilly, il y a la maison de vacances à la pointe de l'Arc Ouest, dans les Côtes d'Armor, avec une vue sur l'île de Bréa qui est, paraît-il, imprenable. Et puis, il y a en quelque sorte le clou du patrimoine, une île entière, une île privée, aux Seychelles, au cœur de l'océan Indien. Donc on est vraiment sur un patrimoine tout à fait hors norme. Dans ce luxe absolu qu'elle a toujours connu, Liliane Bettencourt s'ennuie. Elle s'est toujours très bien entendue avec son mari, mais selon son avocat Georges Kejman, interviewé pour un documentaire Netflix, elle a le sentiment qu'après avoir été la fille de son père, elle a été la femme de son mari, sans pouvoir déterminer elle-même ce que pouvait être sa vie. Ceux qui ont travaillé sur cette affaire affirment que leur mariage a toujours davantage ressemblé à un partenariat efficace qu'à une histoire d'amour. Son mari, André Bettencourt, sera ministre à plusieurs reprises, sous René Coty, Charles de Gaulle et Georges Pompidou. Liliane Bettencourt assure sans rechigner le travail de représentation d'usage et l'accompagne dans ses déplacements. En dehors de ça, ils font chambre à part et semblent un peu vivre chacun de leur côté. La journaliste du Monde Raphaël Baquet, qui a beaucoup écrit sur la famille Bettencourt, dit de Liliane qu'elle traverse des épisodes dépressifs importants. Son entourage voit cette mélancolie l'envelopper et personne ne sait comment l'aider à en sortir. Liliane Bettencourt est triste et rien ne semble pouvoir changer cela. Jusqu'en 1987, quand débarque dans son salon et dans sa vie la tornade François-Marie Bagné. C'est un photographe de 40 ans, une personnalité haute en couleurs, un homme unanimement décrit comme charmant et charmeur. Liliane Bettencourt a 15 ans de plus que lui quand elle le rencontre à l'occasion d'une séance photo. Ce n'est pourtant pas un exercice qu'elle affectionne. Mais à l'occasion d'un entretien qu'elle a donné au magazine Égoïste sur le thème de l'argent, elle se fait photographier dans son hôtel particulier de Neuilly. Égoïste, c'est une revue intello-chic à publication irrégulière qui a déjà vu défiler tout un tas de personnalités. Face à la femme la plus riche du monde, nullement intimidée, François-Marie Bagné joue son numéro de charme habituel. Il est drôle, extrêmement sympathique, gentiment provocateur. Il demande à la milliardaire de se changer, lui expliquant que les vêtements qu'elle porte ne lui vont pas du tout. Il se permet même de lui dire qu'il n'aime pas sa coiffure et il vient avec elle dans son dressing pour choisir son pantalon. La photo publiée dans la revue est très réussie. En noir et blanc, avec un léger flou qui lui donne un côté vaporeux, on voit la longue silhouette de Liliane Bettencourt. Elle a des airs de Fanny Ardant avec ses bras joliment croisés, son regard dans le vide et un demi-sourire aux lèvres. La femme d'affaires est touchée de se voir ainsi. L'entretien a pour titre une phrase qu'elle a prononcée pendant l'interview. « À partir d'un certain chiffre, les gens déraillent. » Damien, à partir de ce moment-là, François-Marie Bagné entame une relation amicale avec Liliane Bettencourt qui va se poursuivre pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il devienne omniprésent dans la vie de l'héritière au début des années 90. Oui, notamment à l'hôtel particulier, dans l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, où le moins que l'on puisse dire, c'est que ces manières ne passent pas inaperçues parce que ce ne sont pas les manières habituelles de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Il débarque par exemple avec sa mobilette qu'il gare ostensiblement sur le perron de la maison. Alors une mobilette à cet endroit-là, déjà c'est un petit peu curieux. Il vient comme s'il était chez lui, il est tellement chez lui qu'il se permet même d'uriner dans les massifs de fleurs qui se trouvent devant la bâtisse. Alors
Évidemment, ça agace plutôt le personnel de maison qui n'a pas l'habitude de ce type de comportement, mais en même temps, ce côté rebelle, gonflé, je ne sais pas comment on pourrait dire, ça fait rire Liliane Bettencourt, ça la fait sourire, elle n'a pas l'habitude de côtoyer ce genre de personnage. Et même son mari, André Bettencourt, lui, il voit plutôt d'un bon œil cette relation parce qu'il pense, et il constate surtout, que cet homme a redonné le sourire à sa femme, et c'est bien là l'essentiel. Alors ça ne s'arrête pas là. Liliane Bettencourt, elle ne se contente pas de regarder François-Marie Bagné faire pipi dans les fleurs ou arriver avec sa mobilette, elle sort beaucoup avec lui, et là ils vont voir des expositions, il la sort un petit peu dans des vernissages, il lui fait acheter aussi beaucoup d'œuvres d'art, ils voyagent ensemble, il devient en fait en quelque sorte son meilleur ami, son confident. Il accompagne Liliane et aussi André Bettencourt un peu partout, notamment dans leur villa bretonne et sur leur île privée des Seychelles. Il est important de préciser que leur relation ne dépasse pas le cadre amical. Une amie de Liliane Bettencourt racontera dans le documentaire Netflix que Liliane lui a dit avoir été amoureuse 2 fois dans sa vie. Elle pense, elle, qu'une de ces 2 fois, c'était François-Marie Bagné dont elle était amoureuse. Mais de toute façon, François-Marie Bagné, lui, il est en couple avec un homme. Et ça, Liliane Bettencourt le sait. Donc, leur relation, c'est un peu cette relation fusionnelle et amicale. Très fusionnelle, parce que quand ils ne se voient pas, ils s'écrivent. Alors, au début de cette affaire, on est dans les années 90, il n'y a pas de téléphone portable, on ne s'envoie pas des SMS, on s'envoie des fax. En tout cas, François-Marie Bagné et Liliane Bettencourt échangent des fax plusieurs fois par jour. Ils s'écrivent d'ailleurs des mots assez intenses qui vraiment dénotent d'une vraie intimité. Ils se disent qu'ils se manquent, par exemple, et lui, il l'appelle « ma petite chérie ». Cette relation va modifier Liliane, déjà parce qu'elle la rend beaucoup plus joyeuse, mais aussi parce qu'elle change son style vestimentaire. Oui, elle va être en quelque sorte un peu plus moderne, un peu moins guindée. Il y a par exemple une photo d'elle, qu'on verra beaucoup plus tard, où on la voit allongée près d'une piscine avec des baskets d'un blanc éclatant, des baskets un peu fashion comme on dit, et qui vont lui donner un côté un peu rebelle aussi, décalé finalement par rapport à ce qu'elle est. Elle en rit beaucoup, elle commence même à s'amuser de cette image et de sa position sociale. Finalement, elle s'affirme comme une femme qui n'est pas la femme terne qu'on a l'impression de connaître. Elle s'est sans doute sentie dans ce rôle d'héritière fortunée, obligée de rester enfermée dans son hôtel particulier. Là, elle donne l'impression de se détacher de tout ça, de souffler un peu, de respirer. Et d'ailleurs, elle définit ses entrevues avec François-Marie Bagné comme l'occasion d'une respiration. Il y en a une à qui cette nouvelle relation déplaît fortement. C'est Françoise Bettencourt-Meyers, la fille du couple Liliane et André. Elle trouve que ce photographe, dont le charme n'opère pas du tout sur elle, prend beaucoup de place dans la vie de sa mère. Elle sait que Liliane Bettencourt lui fait de très nombreux et coûteux cadeaux. Elle ne connaît pas les montants exacts, mais elle comprend qu'ils sont très importants. Françoise Bettencourt-Meyers commence aussi à prendre des notes sur les liens entre sa mère et ce personnage qu'elle trouve faux et vulgaire. Elle est elle-même l'opposé de François-Marie Bagné. Élégante, discrète, secrète même, elle se tient à l'écart des mondanités quand le photographe ne semble vivre que pour ça. En 1987, elle écrit dans un carnet qui sera confié aux enquêteurs plus tard que Liliane Bettencourt s'est sentie sublimée par les photos prises par François-Marie Bagné et qu'avant cette date-là, le nom du photographe n'avait jamais été prononcé. La relation entre Françoise Bettencourt-Meyers et sa mère est complexe. Tom Sanction, un journaliste américain qui a longtemps vécu à Paris et suivi l'affaire Bettencourt, parle d'un problème d'ordre affectif entre la mère et la fille. Une sorte de déception, dit-il, de la mère, parce que la fille n'était pas éclatante, ambitieuse, comme la mère aurait voulu qu'elle le soit. Elle aurait même dit à son avocat qui lui demandait si elle aimait Françoise Bettencourt-Meyers « Je l'aime parce que c'est ma fille ». Avec l'arrivée de François-Marie Bagné dans la vie de sa mère, Françoise Bettencourt-Meyers sent l'écart se creuser avec elle. Elle constate aussi, au fil du temps, que sa mère paye tout pour le photographe. Nous l'avons dit, Liliane Bettencourt est riche au-delà de ce que le commun des mortels peut imaginer. Et bien que François-Marie Bagné soit quelqu'un de très aisé, une immense inégalité subsiste entre eux. Assez naturellement, Liliane Bettencourt paie pour toutes leurs sorties et tous leurs voyages. Sur les conseils de son amie, elle achète des œuvres d'art, investissant dans des pièces parfois très chères. Un tableau de Picasso, un autre de Miro, une huile de Giacometti. Des œuvres à plusieurs millions d'euros qu'au fil des années, Liliane Bettencourt a parfois offertes à François-Marie Bagné.
Selon l'hebdomadaire Marianne, c'est un véritable petit musée que le photographe s'est ainsi constitué. Dans la copie d'une donation rédigée le 23 février 2001 par le notaire de Liliane Bettencourt et que l'hebdomadaire a pu se procurer, 12 tableaux de maîtres du XXe siècle sont mentionnés. Valeur estimée à l'époque, 19,5 millions d'euros, selon Marianne, pour qui ces tableaux valent sans doute aujourd'hui 5 à 6 fois plus. En 1997, Françoise note dans ses cahiers que sa mère a fait don de 6 tableaux. Elle commence à se demander si François-Marie Bagné n'abuse pas un petit peu des largesses de Liliane Bettencourt et de l'attachement profond qu'elle a pour lui. Damien, il faut quand même recontextualiser, les montants dont on parle sont énormes, mais pour Liliane Bettencourt, ça reste pas grand-chose. À cette époque, la fortune de Liliane Bettencourt, elle est estimée à un peu plus de 20 milliards de dollars, ce qui correspond environ à une trentaine de milliards d'euros. C'est donc évidemment colossal. Petite comparaison, un Français moyen dans toute sa vie, il va gagner à peu près 1 500 000 euros, salaire et retraite confondus. Donc c'est pour donner un ordre d'idée de l'immense fortune de Liliane Bettencourt. On n'emploie pas encore l'expression à ce moment-là, à cette époque, on est vraiment chez les ultra riches. Donc pour elle, finalement, on peut se dire que payer des objets ou des tableaux 1, 2, 10 ou même 20 millions d'euros, pour elle, finalement, c'est une toute petite partie de sa fortune et surtout, c'est peut-être le seul moyen qu'elle a de démontrer son affection envers François-Marie Bagné. Au sein du personnel de maison de l'hôtel particulier de Neuilly, on commence aussi à trouver que tous ces cadeaux et ces sommes d'argent, parce qu'il y a aussi des chèques de plusieurs centaines de milliers d'euros, ça fait beaucoup. Les employés de Liliane et André Bettencourt, ils sont quand même estomaqués des montants. Eux, ils sont quand même juste employés, ils sont spectateurs de ce manège, mais c'est pas vraiment leurs affaires, c'est pas leur argent de toute façon. Et comme ils respectent énormément leur patronne et leur patron, ils sont un peu à la fois gênés par la situation dont ils sont les témoins, mais aussi par leur position dans tout ça. La comptable personnelle de Liliane Bettencourt notamment, elle s'appelle Claire Thibault, c'est elle qui fait les chèques, en gros. Donc elle voit tout cet argent qui est distribué, tout cet argent qui part des comptes, et elle trouve ça quand même très particulier de donner plusieurs fois par mois autant d'argent à quelqu'un. Alors, ça peut être vu comme des cadeaux, ça peut être vu même, pourquoi pas, comme du mécénat, mais là, elle trouve que c'est quand même très excessif. Claire Thibault, la comptable de Liliane Bettencourt, en parle autour d'elle. Oui, alors, le premier auquel elle va aller se confier, en quelque sorte, c'est le gestionnaire de fortune de la famille Bettencourt. On en reparlera plus tard, il s'appelle Patrice Demestre, c'est un personnage central de cette histoire. Lui, il est chargé de gérer l'argent généré par L'Oréal, ce qu'on appelle en gros les dividendes. Donc ça se joue pas au même niveau, c'est pas la fortune personnelle, c'est en gros la fortune totale du groupe. Ce sont les placements financiers, les achats d'actions, c'est pas les affaires courantes. Donc lui, il considère que les cadeaux, les investissements privés entre guillemets de la famille Bettencourt, c'est pas vraiment son sujet. À un moment, Claire Thibault reçoit comme ordre de Liliane Bettencourt d'aller chercher ses bijoux dans un coffre à la banque pour les offrir à François-Marie Bagné. À cette époque-là, cela fait déjà plus de 15 ans que François-Marie Bagné a fait son entrée tonitruante dans la vie de Liliane Bettencourt. Mais là, pour Claire Thibault, clairement, l'affaire des bijoux, c'est un palier de franchise. C'est-à-dire qu'en gros, on lui demande d'aller chercher des biens d'une valeur financière énorme. On parle quand même de pierres précieuses qui font la taille d'un ongle, de rivières de diamants, des bijoux d'ailleurs qui sont tellement précieux que Liliane Bettencourt ne les fait sortir du coffre que pour des occasions très rares et très particulières. Donc Claire Thibault, elle n'a pas envie de faire ce qu'on lui demande, elle trouve que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, et elle va croiser Françoise, la fille, dans la maison, qui va lui demander comment elle va. Et puis Claire Thibault, ça va pas, donc elle va lui lâcher le morceau. Claire Thibault raconte cette scène et ce qui s'ensuit dans un épisode de Complément d'enquête diffusé sur France 2 en 2010. J'ai commencé à lui dire quelques bribes et d'un seul coup, je me suis lâchée, j'ai tout dit ce qui se passait dans la maison. Elle tombe des nues, là, vraiment ? Oui, elle tombe des nues, parce qu'elle se doutait qu'il percevait de l'argent. Elle pensait qu'il avait des chèques, mais elle se doutait pas du tout de l'ampleur des donations. Après ces déclarations de la comptable, Damien, Françoise Meyers-Bettencourt se penche un peu plus sur la question. Elle va sortir sa calculatrice et elle va se rendre compte qu'entre 1997 et 2007, donc en 10 ans exactement, Liliane Bettencourt, sa mère, a donné à François-Marie Bagné beaucoup plus
que ce qu'elle avait réalisé jusqu'alors. Là, on atteint un montant tout à fait vertigineux. Les dons atteignent quasiment le milliard d'euros. En 2007, Françoise Bettencourt-Meyers, la fille de Liliane Bettencourt, apprend que sa mère, héritière de L'Oréal et femme parmi les plus riches du monde, a donné des centaines de cadeaux et de chèques à un de ses amis, le photographe François-Marie Bagné. Cela fait quasiment 20 ans que leur relation dure, et déjà plusieurs années que le personnel de maison s'inquiète de voir leur patronne devenir de plus en plus généreuse avec son amie. Mais personne ne soupçonne le montant total de tous ces cadeaux. Jusqu'à ce que Françoise Bettencourt-Meyers, alertée par la comptable personnelle de Liliane Bettencourt, se mette à faire des calculs. Le résultat est inimaginable. Entre 1997 et 2007, Liliane Bettencourt a fait don à François-Marie Bagné de l'équivalent de 917 millions d'euros, soit presque 1 milliard. En alertant la fille de sa patronne, la comptable personnelle de Liliane Bettencourt, Claire Thibout, craint de perdre sa place. Elle a 50 ans, une famille à nourrir et elle sait qu'il ne sera pas facile de retrouver un emploi. Dans un courrier que lui envoie Françoise Bettencourt-Meyers après leur discussion, elle lui écrit « Nous sommes sensibles à votre engagement de nous apporter, le moment venu, votre concours et nous vous en remercions. » La fille de Liliane Bettencourt certifie aussi à Claire Thibout, toujours par écrit dans ce courrier, qu'elle sera dédommagée si elle venait à perdre son travail. Françoise Bettencourt-Meyers en est donc là, à l'été 2007. Elle tente de discuter avec son père de la situation, mais comme elle le raconte dans une interview au magazine du Monde, elle comprend vite qu'elle en sait beaucoup plus que lui, et elle craint, avec ses révélations, de le faire souffrir. Quelques mois plus tard, le lundi 19 novembre 2007, André Bettencourt meurt à l'âge de 88 ans. Peu de temps après, une femme de chambre surprend une conversation entre Liliane Bettencourt et François-Marie Bagné. Liliane Bettencourt est alors désorientée. Elle parle de son mari, mort tout récemment, comme s'il était encore vivant. Et alors qu'elle discute avec le photographe, celui-ci fait une proposition invraisemblable. La femme de chambre l'entend dire « Adoptez-moi, je serai le fils que vous n'avez jamais eu. » Elle en parle à Claire Thibout. La comptable, effarée, va immédiatement rapporter la scène à Françoise Bettencourt-Meyers. Cela fait 3 semaines qu'André Bettencourt est mort. Rien ne retient plus Françoise pour agir. Le mardi 11 décembre, elle demande à sa mère de se soumettre à une expertise psychiatrique. Liliane Bettencourt refuse. Damien, on en revient au début de ce podcast. Le mercredi 19 décembre 2007, Françoise Bettencourt-Meyers porte plainte à Neuilly contre François-Marie Bagné pour abus de faiblesse. Oui, il y a tout dans ce mot d'abus de faiblesse. Ça veut dire qu'elle considère que François-Marie Bagné profite de sa mère et surtout, il en profite de plus en plus parce que quand il a rencontré Liliane Bettencourt en 1987, elle avait 65 ans. Là, nous sommes 20 ans plus tard. Elle en a donc 85 et d'après Françoise Bettencourt-Meyers, sa maman commence un peu à perdre la tête. En tout cas, elle est beaucoup plus confuse qu'auparavant. On a donné cette anecdote, son mari vient de mourir et pourtant, elle a semblé l'oublier puisqu'elle parle de lui au présent comme s'il était encore là. C'est pour ça qu'elle a demandé à sa mère de faire un test de santé mentale. Et donc, à la suite de ce dépôt de plainte, le parquet de Nanterre va lancer une enquête préliminaire. On imagine que l'affaire est extrêmement sensible. Elle touche l'un, si ce n'est le plus gros groupe français de l'époque. Cette enquête, elle va être placée sous la responsabilité du procureur Philippe Courroy, qui est un magistrat à la fois expérimenté et surtout plutôt bien en vue à l'Élysée où Nicolas Sarkozy vient de poser ses valises. Juste avant cela, Françoise Bettencourt-Meyers informe sa mère de sa démarche. Oui, elle va lui écrire un courrier dans lequel elle explique pourquoi elle porte plainte. Liliane Bettencourt réagit très mal à ce courrier. C'est le début d'une guerre entre les deux femmes, entre la mère et la fille. Françoise Bettencourt-Meyers dit qu'elle souhaite protéger sa mère de ce qu'elle qualifie d'emprise. Et Liliane Bettencourt, elle menace sa fille d'entamer une procédure pour lui reprendre tout ce qu'elle lui a donné en quelque sorte pour la déshériter. Alors, on ne peut jamais complètement déshériter ses enfants, c'est interdit. En cas de décès, il récupère à minima 50% des biens. Mais Liliane Bettencourt lui écrit qu'au-delà de ces 50% obligatoires en quelque sorte, elle ne peut rien, tout le reste sera donné à l'État. L'enquête suit son cours, mais dans la maison, tout le monde est au courant. Oui, on imagine cette
micro-société dans l'hôtel particulier de Neuilly. Les employés de Liliane Bettencourt savent qu'il y a cette plainte, cette procédure, notamment parce que Françoise Bettencourt-Meyers les a contactés pour obtenir le plus de témoignages écrits possible pour attester de cette emprise. Et certains vont accepter, pas tous. Et d'une certaine manière, deux clans vont se former avec d'un côté ceux qui sont plutôt du côté de la mère, du côté de Liliane, et puis de l'autre, ceux qui sont du côté de Françoise, du côté de la fille. Et à ce moment-là, personne ne sait vraiment comment Françoise a eu ces informations. Alors, ceux qui acceptent de faire des attestations n'ont pas vraiment intérêt à ce que ça se sache, parce que sinon, ils vont perdre leur emploi. Si Liliane Bettencourt l'apprend, forcément, elle va les congédier. Donc, on imagine l'ambiance. Tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence. L'ambiance devient assez délétère, presque irrespirable dans l'hôtel particulier. D'ailleurs, il y a une secrétaire qui est renvoyée, mais c'est pas la seule. D'autres membres du personnel quittent l'hôtel particulier à ce moment-là. Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune qui considère qu'il y a des traîtres dans la maison, fait venir à 2 reprises une entreprise de sécurité pour vérifier que personne n'a caché de micro. Il imagine que la fille de Liliane Bettencourt, puisqu'elle habite si près, a pu trouver un moyen, par exemple, d'écouter les appels téléphoniques de sa mère. Mais il n'en est rien. La bataille juridique entre les 2 femmes se poursuit, d'abord discrètement. 9 mois plus tard, les jeudis 24 et vendredi 25 septembre 2008, François-Marie Bagné est placé en garde à vue. Mais rien de plus. Alors que Françoise Bettencourt-Meyers a porté plainte depuis 1 an, le site d'information Bakchiche Info, fermé depuis, publie pour la première fois un papier sur cette affaire. À 86 ans, écrit le média, la dame, dont la fortune personnelle est évaluée à la somme faramineuse de 23 milliards de dollars, a été discrètement entendue par la brigade financière. L'information est reprise partout. Le lendemain, Le Figaro embraye avec un papier titré « Querelle financière entre Liliane Bettencourt et sa fille ». Puis le quotidien suisse Le Temps écrit sur « l'ami qui valait 1 milliard d'euros ». En quelques jours, le détail des incroyables dons de Liliane Bettencourt s'affiche dans tous les médias. Outre les tableaux et les chèques, il y a aussi 7 contrats d'assurance vie souscrits par la milliardaire. Un cadeau dont la valeur dépasse 600 millions d'euros. La plainte de la famille, détaillée notamment dans le magazine Le Point, souligne qu'à partir de l'année 2002, l'influence et les pressions de Bagné se seraient accrues et avec elles, l'ampleur des sommes transférées aux photographes. D'après les témoignages qu'ils ont pu recueillir auprès des employés et des proches de la vieille dame, les policiers s'interrogent surtout sur la concomitance des donations les plus importantes avec les périodes où l'état de santé de Liliane Bettencourt se dégradait fortement. Par exemple, les enquêteurs établissent que c'est après 2 séjours à l'hôpital, au printemps 2003 et durant l'été 2006, que l'héritière de L'Oréal, affaiblie au point de ne plus reconnaître ses collaborateurs particuliers, a consenti à François-Marie Bagné les sommes et les cadeaux les plus considérables. 250 millions d'euros au total pour chacune de ces 2 années. Damien, en février 2009, Liliane Bettencourt refuse l'examen préconisé par le parquet et fournit l'expertise d'un neuropsychiatre qu'elle a fait réaliser elle-même. Oui, c'est une expertise privée, comme on dit, qui va conclure à un état de santé satisfaisant. Néanmoins, à l'été 2009, les avocats de Françoise Bettencourt-Meyers trouvent que l'enquête s'éternise un peu. Et mi-juillet, sans attendre finalement les conclusions du parquet de Nanterre, ils vont décider d'une citation directe de François-Marie Bagné à comparaître en correctionnel. Alors, cette procédure de citation directe, en quelque sorte, c'est François-Marie Bagné sera convoqué au tribunal et finalement ce sera au tribunal qu'on décidera de tout. Il n'y aura pas d'instruction. On décidera de ça pendant l'audience et ce sont les magistrats du siège qui décident de la destination de cette affaire. Mais bon, ce biais-là ne fonctionne pas à ce moment-là. Françoise Bettencourt-Meyers et ses avocats choisissent alors un autre angle d'attaque. Surtout, Françoise Bettencourt-Meyers, elle va tout simplement demander la mise sous tutelle de sa mère. Alors c'est une mesure de protection juridique qui est prévue dans le Code civil. Elle vise à protéger les personnes majeures dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées au point de ne plus pouvoir exprimer une volonté ou de gérer ses intérêts. Cette requête, elle est refusée le mardi 8 décembre. 3 jours après, le vendredi 11 décembre, une deuxième audience a lieu devant le tribunal qui, lui, va ordonner un examen médical de Liliane Bettencourt que celle-ci va refuser
une nouvelle fois. Alors ce qui est un peu plus compliqué parce qu'elle avait refusé la première fois à la demande de sa fille. Cette fois, c'est un tribunal qui l'ordonne. Et surtout, le tribunal, lui, il va nommer un expert qui est agréé. La précédente expertise réalisée par Liliane Bettencourt avait été une expertise privée qui avait conclu au fait que tout allait bien. Là, le tribunal, il veut un avis d'un expert indépendant, agréé, et c'est pour ça qu'il ordonne cet examen. 6 mois plus tard, à l'été 2010, cela fait 2 ans et demi que Françoise Bettencourt-Meyers a porté plainte contre François-Marie Bagné. Et l'affaire semble, encore une fois, stagner. Alors elle fait évidemment les choux gras de la presse qui racontent, commentent cette guerre intestine autour de la plus grande fortune de France. Puis il y a au milieu de tout ça, dans le casting, ce personnage finalement très fantasque, très romanesque, qu'est François-Marie Bagné. Et donc ça intéresse beaucoup. Mais c'est presque une histoire qui a un côté, encore une fois, très feuilleton, mais qui va prendre une tournure complètement différente. Le mercredi 16 juin 2010, le site d'information Mediapart et le magazine Le Point vont révéler le contenu de conversations enregistrées chez Liliane Bettencourt et où on découvre que François-Marie Bagné n'est pas le seul à avoir bénéficié des largesses de l'héritière de L'Oréal. D'autres noms sont mêlés à cette affaire et pas n'importe lesquels puisque parmi ces noms, il y a celui de Nicolas Sarkozy. À partir du mois de mai 2009, Pascal Bonnefoy, le majordome de Liliane Bettencourt, choisit son camp. Il ne supporte plus de voir sa patronne, au fur et à mesure qu'elle vieillit, distribuer de plus en plus d'argent sur demande et par centaines de milliers, voire par millions d'euros. Il ne peut pas l'en empêcher, il ne peut rien dire, il ne veut pas perdre sa place. Mais sa proximité au jour le jour avec Liliane Bettencourt peut lui permettre une chose: placer un petit enregistreur dissimulé sur le plateau quand il lui apporte le thé. Un peu inquiet d'être démasqué les premières fois, il finit par se livrer à ce stratagème de manière quasiment systématique quand Liliane Bettencourt reçoit quelqu'un. Pendant 1 an, entre mai 2008 et mai 2009, Pascal Bonnefoy enregistre sa patronne avec l'objectif de prouver qu'elle est victime d'abus de faiblesse. Quand il considère qu'il a assez de preuves, il ne livre pas les fichiers audio à la police, mais à Françoise, estimant que c'est à elle de décider ce qu'il faut en faire. La fille de Liliane Bettencourt et ses avocats écoutent et font scripter les propos tenus sur les 21 heures d'enregistrement. Le résultat fait plusieurs centaines de pages. Se peut-il que, concentrés sur leur objectif premier, celui de prouver l'abus de faiblesse, ils n'aient pas vu la bombe qu'ils s'apprêtaient à livrer à la justice. L'actualité de ce samedi, le ministre était-il oui ou non au courant des soupçons de fraude fiscale pesant sur Madame Bettencourt? Est-il intervenu? Éric Woerth a-t-il cherché à protéger les intérêts de Liliane Bettencourt? 2 documents qui font porter des soupçons de fraude fiscale sur la femme la plus riche de France. Quelques jours plus tard, la révélation du contenu de ces enregistrements par Mediapart et Le Point vont faire passer l'affaire dans une autre dimension. D'abord, dans les enregistrements du majordome, on entend très clairement Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune, mettre en place pour Liliane Bettencourt des dispositifs d'évasion fiscale. Il lui explique que, suite à la promulgation d'une loi qui permet au fisc de savoir quels contribuables français ont des comptes cachés en Suisse, il va falloir sortir de Suisse les 65 millions d'euros que Liliane Bettencourt a sur différents comptes là-bas. Mais, précise Patrice Demestre, il va étudier la marche à suivre pour le faire sans déclarer cet argent. En clair, il lui explique, en faisant preuve d'une grande pédagogie, comment il est en train de placer une partie de sa fortune à l'étranger, dans un paradis fiscal. La femme la plus riche du monde, qui a vécu toute sa vie à Neuilly, donc en France, fraude le fisc. En tout, c'est plus de 100 millions d'euros qui n'ont pas été payés à l'administration et d'une certaine manière qui ont été volés aux Français. Mais ce n'est pas tout. Dans un autre enregistrement, Patrice Demestre dit à Liliane Bettencourt qu'il a fait venir Éric Woerth. Quand elle demande qui est cet homme, il lui répond que c'est un ami. Puis il ajoute « C'est notre ministre du budget, donc c'est lui qui s'occupe de vos impôts ». Un gros raccourci qui révèle un potentiel immense conflit d'intérêts. Damien, à partir de ce moment-là dans la presse, le nom de François-Marie Bagné et l'affaire initiale concernant l'abus de faiblesse sont complètement mis de côté. En tout cas, il passe au second plan puisque tous les journalistes s'intéressent désormais à la dimension politique qu'est en train de prendre cette affaire. François-Marie Bagné, il est très peu cité dans les enregistrements pour la simple et bonne raison que lui, il voyait surtout Liliane dans sa chambre, c'est-à-dire hors de portée de l'enregistreur clandestin, et que ces enregistrements, ils sont effectués dans le salon, là où en fait on règle les vraies affaires. Alors après,
il ne faut pas négliger ce qu'est l'abus de faiblesse. C'est quand même une infraction qui est punie de 3 ans de prison et de 375 000 € d'amende. Mais effectivement, à côté de ce qu'on découvre, ça paraît presque dérisoire. Claire Thibault, l'ancienne comptable de Liliane Bettencourt qui a été licenciée après être allée parler à Françoise, commence à donner des détails sur la comptabilité de la famille la plus riche de France et elle raconte notamment qu'il n'y avait pas de contrôle du fisc. Oui, c'est le grand déballage. Elle va donner une interview à Mediapart le 6 juillet, à peine 3 semaines après les révélations du maître d'hôtel. Elle révèle l'existence de versements en liquide à des personnalités politiques. Elle assure, elle, notamment, qu'Éric Woerth aurait reçu 150 000 € en liquide. Pourquoi faire ? Pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, qui a donc été élu 2 ans plus tôt. Patrice Demestre, Éric Woerth et Nicolas Sarkozy démentent. Mais Claire Thibault insiste. Elle dit qu'en fait, ce financement de partis politiques existait depuis longtemps, depuis des années, qu'il était même alimenté avant Liliane. Il était alimenté par André Bettencourt lui-même et que d'ailleurs, l'hôtel particulier était le lieu quasiment d'un défilé permanent d'hommes politiques qui venaient chercher l'argent, que finalement, Nicolas Sarkozy, comme d'autres, il est venu plusieurs fois. Donc là, l'affaire explose. Éric Woerth est hué à l'Assemblée nationale. Il finit même par démissionner le temps de la procédure. Claire Thibault, elle, va être entendue de très nombreuses fois par le juge d'instruction. On parle d'une 20aine d'auditions. Alors, il y a parfois des incohérences dans ce qu'elle dit, des choses qui ne collent pas, des erreurs dans les dates, dans les montants. Et 2 jours après avoir accordé l'interview à Mediapart, devant le juge d'instruction, elle va se rétracter en partie. Elle nie par exemple avoir mis en cause Nicolas Sarkozy, mais confirme qu'on lui a demandé de retirer 50 000 € en liquide pour le financement de sa campagne présidentielle en 2007. Le lundi 6 décembre 2010, on apprend qu'un accord a été trouvé entre Liliane Bettencourt et sa fille. Oui, c'est la fin, là, cette fois, du grand déballage. Les dispositions de cet accord sont assez claires. Elles sont personnelles et confidentielles, disent les avocats. On comprend que les poursuites des uns contre les autres sont abandonnées entre Liliane, Françoise et François-Marie Bagné également. Ce dernier d'ailleurs s'engage à ne plus recevoir de dons de la milliardaire. Patrice Demestre, lui le gestionnaire de fortune, quitte la maison et le mari et les enfants de Françoise, eux, regagnent en quelque sorte une plus grande influence au sein de l'entreprise L'Oréal, au sein de l'empire L'Oréal. La plainte de Françoise Meyers Bettencourt pour abus de faiblesse est finalement classée définitivement en mars 2011 par le procureur du tribunal de Bordeaux, où l'affaire avait été dépaysée compte tenu de sa sensibilité. Il reste en revanche le volet pénal. Oui, 2 aspects, le trafic d'influence qu'on appelle l'affaire Woerth-Bettencourt et l'abus de faiblesse qui est lui l'affaire Bagné-Bettencourt. On a coupé le dossier en 2. Le vendredi 28 juin 2013, Nicolas Sarkozy, mis en examen dans cette affaire pour trafic d'influence, bénéficie d'un non-lieu. Le jeudi 28 mai 2015, le tribunal correctionnel de Bordeaux va relaxer Éric Woerth dans les 2 volets de l'affaire Bettencourt, à la fois le volet trafic d'influence et le volet abus de faiblesse. Quant à François-Marie Bagné, lui, il est condamné pour abus de faiblesse à 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis et 350 000 € d'amende. On lui demande aussi le versement de 158 millions d'euros de dommages et intérêts envers Liliane Bettencourt. Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune, lui, écope, il est également condamné pour abus de faiblesse. Il écope de 30 mois de prison, dont 18 mois fermes. Lui également doit payer une amende de 250 000 € ainsi que des dommages et intérêts évalués à 12 millions d'euros. Il va renoncer à faire appel après avoir conclu un accord avec Françoise Meyers Bettencourt. Le 28 août 2016, la peine de François-Marie Bagné est finalement réduite en appel à 4 ans de prison, mais intégralement couvert par le sursis. Restent les 375 000 € d'amende et finalement, les dommages et intérêts y vont se solder par un seul euro symbolique, ce qui est quand même incroyable compte tenu des montants qu'on a évoqués depuis le début de cette affaire. Liliane Bettencourt a été placée sous tutelle 3 ans après le dépôt de la plainte de sa fille, en 2012. Elle a été de ce fait contrainte d'abandonner son siège au conseil d'administration de L'Oréal au profit de l'aîné de ses petits-fils, Jean-Victor Meyers, 25 ans à l'époque. Dans une interview donnée au magazine du Monde quelques mois plus tard, Françoise Bettencourt-Meyers explique que les comptes de sa mère ont été régularisés, qu'il n'y a plus de fraude fiscale et plus aucun parti politique n'est financé par son argent. Elle revient aussi sur les mots durs qu'a eu sa mère envers elle pendant les 3 ans de procédure.
On lui a fait dire et écrire des mots qui ne sont pas les siens, répond Françoise Bettencourt-Meyers. Je n'ai jamais reconnu ni son style, ni son esprit. Il faut bien comprendre que tout a été fait pour nous éloigner, moi, mon mari, mes enfants. Je ne connaissais pas jusque-là ce genre de pathologie liée au vieillissement, mais je sais maintenant que j'y suis confrontée combien c'est difficile et déstabilisant pour l'entourage. Liliane Bettencourt est morte la nuit du jeudi 21 septembre 2017 dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine à 94 ans. Sa fortune était alors évaluée à près de 40 milliards de dollars. Depuis, elle a considérablement augmenté. En 2023, Françoise Bettencourt-Meyers est devenue la première femme à la tête d'une fortune de plus de 100 milliards de dollars. Bien qu'elle ait rebaissé depuis, Françoise Bettencourt-Meyers serait aujourd'hui la deuxième femme la plus riche du monde. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Ce récit était écrit par Claudia Prolongeau et raconté avec Damien Delseny. Il y avait à la production Thibault Lambert, Clara Garnier-Amouroux et Anaïs Godard, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez vous abonner et nous laisser des commentaires ou des petites étoiles. C'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez également écouter Code Source, notre podcast d'actualité, qui propose un nouvel épisode chaque jour.